Bonjour à toutes et à tous. Alors, au cours de ce symposium WH, nous allons vous parler d'ostéo-intégration. L'ostéo-intégration, mieux la comprendre pour mieux la maîtriser, surtout pour mieux maîtriser le traitement implantaire. Donc moi, je vais vous faire une présentation plus sur les aspects biologiques de l'ostéo-intégration. Et puis, nous, les grosses difficultés dans l'exercice de l'implantologie, des traitements implantaires, c'est pouvoir bien évaluer la qualité de l'ostéo-intégration et toute la présentation d'une technologie qui est développée par Ostel et dont les aspects cliniques vont être présentés par le docteur Belletich. Alors, pourquoi sécuriser ces traitements implantaires? Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, il y a eu dans le monde un article qui reprenait tout un consortium de journalistes internationaux qui évoquait un scandale sur les dispositifs médicaux, les implants médicaux. Alors c'est clair que pour l'instant les implants dentaires n'ont pas été évoqués, mais c'est clair également c'est que la défiance à la fois des médias, mais également des patients est de plus en plus grande vis-à-vis du corps médical et d'autant plus sur les instruments, les dispositifs médicaux qui sont utilisés. Et donc assurer le meilleur traitement avec le plus de garanties possible devient désormais maintenant une norme auquel nous, praticiens, ne pouvons plus échapper. Parce que réussir ces traitements implantaires, c'est pas si facile, surtout que ces dispositifs médicaux sont voués à rester chez nos patients pendant de nombreuses années. Et maintenant, les premières années de l'âge d'or de l'implantologie, on a vu apparaître les premières complications de traitement implantaire, à savoir les périimplantites. Et lorsque vous tapez ce terme-là, périimplantite sur PubMed, évidemment en anglais, eh ben on voit que le nombre de publications a complètement explosé au cours des 15 dernières années, ce qui représente vraiment un défi pour les praticiens qui exercent l'implantologie. Alors, les facteurs d'échec, ils sont nombreux, ils sont plus ou moins bien connus et bien décrits. On sait qu'il y a les parodontites, le tabac, les erreurs chirurgicales, les surcharges occlusales, etc., etc. Et donc, il faut évidemment bien savoir prendre en compte tous ces facteurs d'échec. Alors, d'un point de vue systémique, les facteurs généraux, bon, le tabac, c'est un des facteurs les mieux connus, les mieux documentés. On sait que ça augmente de 3 à 32 le risque de développer une périimplantite. Il y a le diabète également, dans les facteurs généraux, très bien étudié. Ça va dépendre du contrôle de la glycémie, avec 2 à 3 fois plus de chances de développer des périimplantites. Et puis, il y a des facteurs locaux, comme la parodontite. Ça, c'est certainement le facteur de risque le mieux documenté. On a environ 30% de périimplantites chez les patients ayant un antécédent de parodontite dans les études à 5 à 10 ans. Donc, savoir bien prévenir les patients des risques qu'ils encourent et vous, de bien connaître les risques qui sont liés à vos patients. Encore d'autres facteurs d'échec. Un indice de plaque élevé va augmenter le risque d'échec. Et puis d'autres facteurs locaux, notamment lorsque vos plateformes implantaires sont extrêmement enfouies, lorsque la distance entre la plateforme implantaire et la jonction émail-sément de la dent adjacente est supérieure à 6 mm, eh ben on retrouve un taux de périimplantite beaucoup plus important. De même, sur vos implants, lorsque vous faites des couronnes qui sont asymétriques, eh ben on sait que ça augmente le risque de périimplantite de manière significative. Pour éviter les risques de périimplantite et d'échec à long terme, eh ben tout commence par la première phase, c'est l'ostéo-intégration et la mise en place des implants. Et en fait, il y a une grande évolution dans les concepts. Il faut bien voir que l'implant, ce n'est pas une greffe ou un greffon, mais c'est vraiment un corps étranger que l'on va mettre dans le corps humain. Et comme tout corps étranger, l'organisme va se défendre face à cet objet extérieur. Et donc, en fait, une ostéo-intégration, c'est une encapsulation. Votre organisme, naturellement, il va encapsuler un corps étranger pour pouvoir le tolérer. Et en fait, une ostéo-intégration, il faut qu'il y ait une encapsulation osseuse. Si c'est une encapsulation fibreuse, eh bien là, on a un échec, on a une non-ostéo-intégration. Alors, reprenons encore plus au début. Pour
pour mettre un implant, on est obligé de réaliser un forage. Un forage, ça fait saigner et ça fait un traumatisme au niveau de l'os. Donc, qui dit forage égale dit traumatisme égale cicatrisation osseuse. La première phase de la cicatrisation, comme dans tout corps humain, ça va être d'abord une réaction inflammatoire et de coagulation. Ça va faire intervenir de nombreux facteurs et de nombreuses cellules. Il va y avoir les hématies, les plaquettes qui vont jouer le rôle dans la coagulation. Et puis vous allez avoir les polynucléaires neutrophiles qui vont intervenir dans la phase inflammatoire initiale. Alors ce caillot de fibrine qui va se former juste au contact de votre implant et de votre os, il va être extrêmement important parce que c'est cette matrice initiale qui va devoir être stable pour permettre ensuite l'ostéo-intégration de vos implants. À noter que du coup, il faut que le site soit extrêmement propre, aseptique. Et maintenant, c'est extrêmement bien documenté que lorsque vous avez une contamination bactérienne précoce, vous aurez une périimplantite précoce, c'est-à-dire avant une mise en charge de vos implants. Et donc, il est indispensable de réaliser une antibioprophylaxie au moins 1 heure avant l'intervention. Les études de revue systématique de la littérature n'ont pas montré de meilleure diminution, une plus grande diminution des échecs lorsque l'antibioprophylaxie se déroulait sur 1 semaine. Il est donc indispensable de la réaliser 1 heure avant, mais évidemment, ceci est à moduler en fonction de l'intervention que vous avez à réaliser, du site opératoire. Évidemment, si vous êtes sur un site infectieux ou alors que vous allez associer des chirurgies à votre pose d'implant, il sera peut-être intéressant de proposer une antibioprophylaxie plus importante. En tout cas, prodiguer des antibiotiques avant la pose d'un implant est absolument indispensable. Donc, comme je vous disais, le caillot de fibrine, il va se former au contact de l'os et de l'implant, et il va constituer une matrice sur laquelle va pouvoir migrer les ostéoblastes. Vous allez avoir à ce moment-là un grand remodelage osseux. Il va y avoir tout d'abord une nécrose des ostéocytes, c'est-à-dire des cellules qui sont déjà présentes au niveau du site, sur une distance d'environ 100 micromètres. Et cette distance va être augmentée si le forage se fait dans des conditions de surchauffe ou traumatiques, d'où la nécessité d'une irrigation extrêmement performante et de bien être atraumatique lors de cette séance de forage. Et puis, en même temps, vous aurez 2 activations cellulaires, l'activation des ostéoclastes qui vont dégrader la matrice extracellulaire, et puis une activation des ostéoblastes qui, eux, vont activer l'ossification autour des implants. Et la nécessité de ces 2 types cellulaires est absolument indispensable pour avoir un remodelage osseux qui va aboutir à une ostéo-intégration. Et en fait, il y a 2 types d'ossification qui vont se passer au niveau de votre implant. Il y en a une qui va se dérouler juste au contact, comme on voit ici, à distance de l'implant. Là, on va le voir, on le voit ici à l'espace bleu, et qui va laisser un espace un peu plus fibreux ou alors une matrice un peu inerte autour de votre implant. Et puis, une autre ossification qui va être directement au contact de l'implant avec des cellules ostéoblastiques qui vont border l'implant et qui va permettre une ossification de type trabéculaire directement au contact de l'implant. Et tout ceci ne peut être possible que si vous avez une vascularisation qui est propice à ces remodelages osseux. D'où l'importance d'une vascularisation, d'un site vascularisé, de la nécessité d'attendre lorsque vous faites, par exemple, des greffes, des ROG ou des blocs allogéniques, de laisser l'os mûrir, maturer pour qu'il y ait une vascularisation suffisamment importante pour que les remodelages qui vont être réalisés lors de la pose de l'implant puissent se faire. Alors, lorsqu'on parle d'ostéo-intégration, on parle évidemment de stabilité. Lorsqu'on parle de stabilité implantaire, il faut distinguer la stabilité primaire de la stabilité secondaire. La stabilité primaire, c'est la stabilité que vous allez avoir au moment où vous allez poser l'implant. Grosso modo, elle est donnée par le torque, c'est-à-dire la force avec laquelle vous insérez votre implant. Cette stabilité primaire, on le voit ici sur cette graphique, elle va diminuer au cours du temps. Hop, comme ça, elle va suivre une décroissance linéaire. Tandis que la croissance, la stabilité secondaire, qui est, elle, d'ordre biologique, va augmenter et vous allez avoir un croisement au niveau des courbes à un moment où la stabilité de votre implant va être la plus faible et la plus problématique. Il faut donc laisser le temps à cette stabilité secondaire biologique de se mettre en place pour obtenir une stabilisation concrète de l'implant.
Et on sait maintenant qu'il ne faut pas qu'il y ait de mouvement, je vais y revenir un peu plus tard, pendant cette phase d'ostéo-intégration pour que le remodelage osseux se fasse dans les bonnes conditions. On sait, avec les coupes histologiques, qu'il y a environ une interface de 60 à 70% entre l'os et l'implant. Pour que cette maturation et cette ostéo-intégration se réalisent dans les bonnes conditions, j'en reviens à la phase initiale, qui est celle de la formation du caillot de fibrine. Pour que votre caillot il soit stable, il faut qu'il n'y ait pas une distance trop importante entre votre implant et votre os. Si cette distance elle est trop importante, eh ben, vous allez avoir un caillot qui va être insuffisamment stable et donc vous allez avoir une migration cellulaire qui va être insuffisante avec une moins bonne ostéo-intégration. Donc retenez bien cette règle, c'est très important. Si l'espace entre l'os et un implant est supérieur à 0,5 mm, vous aurez une moins bonne ostéo-intégration. Il est donc indispensable de combler tous les espaces que vous avez entre votre os et votre implant lorsque ceux-ci sont supérieurs à 0,5 mm. Je disais qu'il était très important de ne pas avoir de mouvement. En fait, il faut nuancer. Si c'est des micro-mouvements, ça c'est des études histologiques réalisées chez l'animal qui sont très intéressantes. Si vous avez des micro-mouvements inférieurs à 150 micromètres, ce qui est très faible, eh ben on se rend compte que, vous voyez là sur la ligne de droite, que vous avez une maturation osseuse bien meilleure autour de l'implant, avec une réaction d'ostéo-intégration extrêmement rapide et extrêmement favorable. En revanche, si les micro-mouvements sont excessifs, eh ben cela va aboutir à une résorption osseuse. Donc ça a du sens lorsqu'on parle de mise en charge immédiate. On sait qu'il faut avoir 35 newtons pour réaliser une mise en charge immédiate, mais c'est pour ça que les études sont extrêmement contradictoires sur le sujet. Vous allez avoir dans certains cas une meilleure ostéo-intégration, parce que dans ces cas-là, la mise en charge a été parfaitement maîtrisée avec des tout petits mouvements qui ont amélioré l'ostéo-intégration. Et puis vous avez, lorsque la mise en charge a été trop excessive, avoir des échecs implantaires. Donc il faut bien maîtriser cette mise en charge, ces micro-mouvements, si vous voulez optimiser l'ostéo-intégration de vos implants. Donc on a vu l'ostéo-intégration, elle dépend de plein de facteurs. Il y a les facteurs liés aux patients dont on a parlé tout à l'heure, l'âge, les pathologies, les traitements, le tabac. Il y a des facteurs liés aux implants, les états de surface, les formes, les dimensions. Et puis il y a les facteurs liés à l'intervention, la stabilité primaire, l'irrigation, les greffes associées. Et puis évidemment les facteurs liés au site implanté. Et tout ça, ça va jouer sur la qualité de l'ostéo-intégration. Parmi les facteurs liés à l'implant, il y avait évidemment l'état de surface est extrêmement important. Je vais y revenir tout de suite. Et on voit qu'il y a énormément de recherches pour améliorer la qualité de l'ostéo-intégration, la vitesse d'ostéo-intégration et l'esthétique, avec plus de 1300 marques d'implants différents qui sont référencées à l'heure actuelle. Ce qu'on sait maintenant, et la plupart des implants l'utilisent, sont sous cette forme-là, on sait qu'une rugosité intermédiaire va favoriser la migration et la différenciation des ostéoblastes pour plusieurs raisons. Pourquoi va-t-on avoir une meilleure ostéo-intégration ? Eh bien, parce que dès la phase initiale, j'en reviens encore une fois à mon caillot de sang initial, lorsque vous avez des implants lisses, eh bien, le caillot de fibrine va avoir beaucoup de mal à adhérer à l'implant. Alors que lorsque vous avez des surfaces rugueuses, vous avez les fibres du caillot de fibrine qui vont pouvoir adhérer directement aux surfaces rugueuses et au moment où vous allez avoir une contraction de ce caillot, eh bien, l'état de surface va empêcher une contraction trop importante. Et donc votre réseau tridimensionnel de fibrine va permettre de garder un contact directement au niveau de l'implant, ce qui va favoriser du coup l'adhésion des ostéoblastes directement au contact de vos surfaces implantaires. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que les implants texturés avec rugosité vont favoriser la biologie de l'ostéoblaste. Premièrement, elles vont favoriser son adhésion. L'adhésion, elle va se faire beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, la prolifération également va se faire beaucoup plus rapidement. Et la dernière étape, qui va être celle de la différenciation, va se faire de meilleure qualité. Et donc, on va avoir une ostéo-intégration qui va être supérieure. J'en reviens au schéma initial. Les deux ossifications se font au niveau de l'implant, soit à distance, soit au contact de l'implant. Lorsqu'on est avec des implants lisses, eh ben on va avoir majoritairement une ossification à distance de l'implant,
Tandis que lorsqu'on a des implants avec des surfaces rugueuses, eh ben, on va avoir une ossification au contact de l'implant qui va être beaucoup plus importante. Alors ceci, ça a quand même des conséquences parce que actuellement, il y a quand même pas mal de remises en cause des surfaces rugueuses. On dit que ça favorise les périimplantites, mais on l'a vu tout à l'heure, les périimplantites, il y a énormément de facteurs qui jouent. Alors peut-être effectivement qu'une fois que la périimplantite est installée et bien installée, une surface rugueuse va favoriser la prolifération bactérienne. Mais n'oublions pas les échecs liés aux implants lisses. Typiquement, lorsque vous faites des sinus lifts, et ça c'est des études sur des grosses échelles de patients, on voit que le taux de réussite des implants dans des sinus lifts avec des implants lisses est de 85%, tandis qu'il est de 95% avec des surfaces rugueuses. Donc si vous voulez avoir une ostéo-intégration dans des bonnes conditions, je vous préconise tout à fait les surfaces rugueuses. La périimplantite, elle va être liée aux facteurs dont j'ai décrit au tout début de l'intervention, liés aux patients et liés au contexte local. Alors, une fois qu'on a mis nos implants, comment va-t-on évaluer la stabilité implantaire? On sait que la stabilité primaire est un critère de choix, est un critère de succès pour l'ostéo-intégration. Et lorsque on pose nos implants, eh bien, la valeur qu'on a, c'est celle du torque. Le torque, on l'a grâce au contrant qu'on met, mais il faut déjà savoir que la plupart du temps, souvent on finit à la main la pose des implants, et puis c'est difficile d'évaluer bien le torque à ce moment-là. On a une idée, on sait, on a une corticale, on a pu poser l'implant avec une très bonne stabilité, on a vissé, ça ne bougeait pas, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui va se passer? On sait que la stabilité mécanique, ça ne va pas nous donner des résultats sur le long terme. Elle va disparaître au cours du temps. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est la stabilité biologique, l'ostéo-intégration. Et ça, ce n'est pas possible de l'évaluer à T2. Comment allez-vous faire pour évaluer un torque? Vous n'allez pas mettre une clé dynamométrique et tenter à 20 newtons, 40, 50, 60 newtons pour voir si votre implant y tient. Personne ne ferait ça. Donc le torque ne peut pas nous aider à évaluer notre ostéo-intégration. Pareil, la radiologie va nous donner éventuellement, si on a un défaut, une périimplantite précoce, mais une fois qu'on a mis notre implant et qu'on voit de l'os autour, on ne peut pas évaluer de manière fidèle le torque et puis l'ostéo-intégration grâce à une radiologie. C'est pour ça qu'il est intéressant de pouvoir disposer d'une autre valeur que le torque, et d'où l'intérêt de l'analyse de la fréquence de résonance. C'est une machine qui va utiliser une sorte de plug que l'on va visser sur l'implant ou directement sur le pilier, et vous allez avoir une sonde qui va transférer une fréquence. Cette fréquence va avoir une résonance lorsqu'elle va être au contact de ce plug et va donner une valeur qui va être mesurée par sa sonde en retour. Alors, cette fréquence de résonance, c'est extrêmement intéressant. Finalement, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est utilisée, extrêmement utilisée en recherche. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, le torque n'est pas fiable, la radiologie n'est pas fiable, et dans tous les protocoles de recherche à moyen et à long terme sur l'évaluation des différents types d'implants, des chirurgies, et bien, si vous regardez la littérature, la seule valeur qui est utilisée dans la recherche, c'est la valeur ISQ, cette analyse de la fréquence de résonance. Et ce qui est bon pour la recherche, finalement, c'est bon pour la pratique quotidienne. En effet, la résonance, la fréquence de résonance, elle va être directement corrélée à la rigidité de déflexion de l'interface entre l'os et l'implant. C'est-à-dire, lorsque votre plug va bouger, eh ben, il va transmettre finalement le résultat du mouvement de votre implant par rapport à l'os. Et plus votre ostéo-intégration est importante, moins il y a de déflexion, et plus la valeur USQ va être élevée. Et donc, on aura une valeur qui va être parallèle à l'ostéo-intégration. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ça a été validé, maintenant il y a pas mal de temps, par la recherche, cette valeur ISQ, et du coup on a pu voir des corrélations avec ce qu'on pense
être de l'ostéo-intégration et la réalité en fait de notre ostéo-intégration. Et donc il y a eu beaucoup de recherches pour évaluer quelles étaient par exemple si l'ostéo-intégration était corrélée à la surface de l'os implant. Eh bien non. En fait, vous pouvez avoir une grande quantité d'interface os-implant. Ça ne veut pas dire que votre implant il est ostéo-intégré. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait de l'os qui soit là, de la présence de tissu minéralisé. Il faut que ce soit un vrai os fonctionnel, mécaniquement stable. D'ailleurs, c'est assez révélateur qui n'a pas déposé des implants à qui il restait juste quelques millimètres dans l'os, et puis finalement on se rend compte que c'était extrêmement compliqué de le déposer. Avec une très faible quantité d'os, parfois on peut avoir une ostéo-intégration extrêmement importante. Et puis à l'inverse, des implants qui semblaient radiologiquement complètement entourés d'os, et puis qui partent sans aucune force. Et donc voilà, la quantité de surface os-implant n'est pas corrélée à l'ostéo-intégration. Et pareil, il n'y a pas de corrélation entre le torque d'insertion et la valeur de l'ISQ. Comme les études le montrent ici, vous pouvez avoir des grandes surfaces d'os avec un indice de torque important et finalement une valeur ISQ assez faible. En revanche, il y a une corrélation entre l'ISQ et les défauts osseux. Dans cette étude réalisée sur l'animal, les auteurs ont montré que lorsqu'il y avait un défaut osseux de plus en plus important autour de l'implant, moins l'ostéo-intégration était bonne et plus la valeur ISQ était divisée. Et ça revient à ce que je vous disais au tout début de la présentation sur le fait de entourer bien vos implants d'os partout et avec un maximum de contact pour que la maturation biologique puisse se faire autour des implants. Il y a une autre étude assez intéressante qui a analysé un petit peu les différents facteurs qui vont jouer sur la valeur de l'ISQ. Et donc là, dans cette étude, il y a de nombreux paramètres qui ont été analysés, notamment l'âge, le sexe, la longueur, la largeur des implants, le fait que les implants étaient associés à des greffes, la localisation, le fait d'avoir fait une chirurgie en un temps ou deux temps, le type osseux, le torque. Et puis, une valeur ISQ a été prise au moment T1, c'est-à-dire au moment de la phase chirurgicale, et puis lors de la phase T2, au moment de la phase prothétique. Et puis 3 chirurgiens différents ont été pris pour évaluer s'il y avait une corrélation ou pas entre les différents chirurgiens. Et également, différents types d'implants ont été utilisés pour minimiser au maximum les biais liés à l'intervention. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'à T1, ce qui va faire le plus varier votre valeur ISQ, ce sont les greffes associées. Et ceci, quel que soit le chirurgien. Ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on on associe des greffes, à T2, en revanche, au moment de la phase prothétique, il n'y a pas de différence significative. Donc ce qui encourage vivement à faire du 1 temps lorsque vous avez des chirurgies à faire, évidemment dans des conditions cliniques qui soient bien indiquées. Et finalement, ceci rejoint d'autres données de la littérature, plus des données épidémiologiques, où par exemple, sur le très long terme, on a remarqué que le taux de survie était comparable entre des implants posés dans un os natif, après ROG, et simultanément à la pose d'une ROG. Donc vous pouvez faire dans un os natif, dans un os greffé, dans un os natif plus greffé au même temps, vous aurez les mêmes taux de réussite si la chirurgie est bien en entreprise. Pareil, autre étude, prospective récente avec un suivi sur 12 ans et demi, montre un taux de survie entre 93 et 95% entre implant plus ROG et implant posé dans un os natif respectivement. Donc une très faible différence qui n'est pas significativement différente. Alors au deuxième temps, qu'est-ce qui va jouer au moment de la phase prothétique, quel que soit le chirurgien? Donc là aussi, ça a une valeur plus importante. On sait que la largeur de l'implant va jouer significativement sur la valeur de l'ISQ. Plus vous avez un implant large, plus la valeur ISQ va être importante. Ça paraît logique, effectivement, parce que, évidemment, vous aurez une interface, une déflexion de l'implant qui va être moindre, car vous aurez une ostéo-intégration plus importante lorsque les implants sont plus larges. En revanche, la longueur de l'implant n'a pas d'effet significatif sur la valeur de l'ISQ. À T1, le fait de faire une chirurgie en 1 temps ou 2 temps
ne montre pas de différence significative. En fait, cela va être vachement lié au type de chirurgien et au type d'implant. De même, il n'y a pas de différence significative localisation mandibule maxillaire et implant immédiat et différé. On remarque ici qu'en fonction du chirurgien, on aura des valeurs qui seront différentes. Donc, cela veut dire que ces données-là vont être opérateurs dépendantes. Voilà. En conclusion, je voulais dire l'importance de la prise en compte des facteurs généraux et locaux qui conditionnent le succès à long terme des traitements implantaires, et puis bien comprendre les mécanismes de l'ostéo-intégration va permettre d'améliorer les traitements implantaires. Maintenant, je vais laisser la parole au docteur Belaïch qui va vous expliquer maintenant, d'un point de vue clinique et plus concret, l'utilisation de l'ostéo. Merci. Bonsoir à tous. Hop, ça va lancer. Très bien. Merci François, parce que plus je vois ta conférence et plus je comprends toutes les valeurs ISQ, donc c'est vraiment un régal. Alors pour ma part, je vais vous préciser juste que je suis clinicien, je fais pas de recherche comme François, donc ça va être plus un partage d'expérience. Je vais vous parler d'une machine qu'on appelle l'Ostel. Je l'utilise depuis peut-être 13 ans, 15 ans, je ne sais plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai posé mon premier implant avec un Ostel. C'est-à-dire que j'ai toujours utilisé cette bécane et je l'ai systématisée maintenant dans tous mes traitements. C'est-à-dire que je ne pose pas d'implant si je ne connais pas la valeur ISQ. Alors, d'abord, pourquoi je l'ai fait à l'époque ? Tout simplement parce que j'avais peur. C'était mon premier implant, je ne savais pas s'il allait prendre ou pas. Et donc il fallait que en me renseignant, j'ai découvert qu'il existait une machine qui permettait de mesurer si votre implant il était stable ou pas stable. Et je me suis dit, finalement c'est génial. Donc on a fait l'acquisition de la bécane. Et donc dès le premier implant, on a commencé à travailler comme ça. Aujourd'hui, je pose à peu près 450 implants par an. Et tous les implants que j'ai posés depuis maintenant 16 ans, peut-être 13 ans, je ne sais plus, donc ont été mesurés à l'Ostel de la première phase jusqu'à la phase prothétique et même parfois après. Donc ça c'est pour préciser un petit peu la partie que moi je vais vous présenter. Donc l'Ostel, donc j'ai été sur le site, voici comment il est présenté. Donc on vous parle de machines qui mesurent la stabilité de l'implant. Et je fais une petite distinction entre la stabilité de l'implant et l'ostéo-intégration, qui pour moi sont deux notions qui sont, bien sûr, on a envie de dire les mêmes, mais pas tout à fait. Donc l'idée c'est très simple, on va utiliser cette machine comme montré ici, elle va nous donner des mesures que l'on va pouvoir suivre dans le temps sur un graphique parce qu'elle permet de les enregistrer dans cet appareil. Et puis vous allez pouvoir savoir à quel moment mettre nos implants en charge, savoir si l'implant a pris ou pas. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Et le docteur Ferret l'a bien montré, et moi je vais plutôt parler de biologie osseuse, et je vais employer un terme, c'est-à-dire que pour moi, la réussite d'un implant, c'est pas au moment de la pose, c'est la seule question que je vais me poser au moment de la pose et tout au long du processus de cicatrisation osseuse, c'est est-ce que le système biologique continue de fonctionner? Et c'est ça qui est très important. Et c'est ça que cette machine, elle permet de faire. Donc, elle permet de mesurer, d'analyser, d'archiver. On parle de stabilité implantaire. Vraiment, je mets un petit bémol sur l'histoire d'ostéo-intégration. Savoir à quel moment précis on peut mettre en charge l'implant de façon immédiate, précoce ou prolongée. Et j'ai quelques correspondants. Donc, lorsqu'on leur renvoie
les patients, bien sûr, on a mesuré l'ISQ et on leur donne, nous, le feu vert. Donc ça a aussi un impact marketing important. Alors comment ça fonctionne? Ben, c'est pareil, hein, c'est le même principe qu'un diapason, c'est-à-dire qu'on va mesurer une fréquence de résonance. Alors c'est tout bête, hein, on va approcher une sonde autour de cet implant, et ça va fonctionner exactement comme un aimant. C'est-à-dire que vous avez un petit SmartPeg qui est ici dessiné en bleu et qui est aimanté. Et à l'intérieur de la sonde, on va avoir ici un aimant qu'on va allumer et éteindre. Et puis grosso modo, on va mesurer cette fréquence de résonance qui va être autour du SmartPeg. Et ça va nous donner grosso modo comment votre implant bouge à l'intérieur de l'os. Voilà, ensuite on va répertorier ça sur une échelle qu'on a appelée l'ISQ, qui va de 1 à 100, mais on ne parle pas de pourcentage, parce que j'entends souvent parler, il est à 30%, 60%, c'est pas un pourcentage, c'est vraiment une mesure. Hein. Voilà, et c'est une mesure de micro-mouvement. On a répertorié ça, alors ça c'est vraiment donné par la machine, on a une petite image, on a une image graphique ici avec, on parle de faible stabilité en dessous de 60, de stabilité médium entre 60 et 70 et de grande stabilité autour de 70. Et en dessous, on parle de mise en charge. Alors en dessous de 60, on dit qu'on a un risque implantaire, et je vais mettre un petit bémol là-dessus et vous le verrez plus tard. Et au-dessus de 70, on dit c'est bon, fermez les yeux et vous pouvez y aller. Donc l'Ostel DX, on permet d'évaluer le degré de stabilité de l'implant, de réduire le temps de cicatrisation, facilite la communication avec le patient. Alors ça aussi c'est génial parce que beaucoup de patients viennent aujourd'hui avec une connaissance des implants. Et lorsque vous leur dites oui mais vous allez mesurer la stabilité de l'implant, ah bon, comment vous faites? Vous sortez la machine, voilà, déjà c'est un plus énorme. Ça permet l'archivage des données et une interprétation alors facile, entre parenthèses, des résultats, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la procédure elle est toute simple, vous avez ici le SmartPeg que vous allez enclencher dans un petit porte SmartPeg, on va venir visser le SmartPeg à l'intérieur, je ne sais pas si on voit, ouais super, on voit à l'intérieur de l'implant, donc c'est un pas de vis. Donc voici le SmartPeg. Alors petite analyse aussi, le SmartPeg il a un petit méplat ici à cet endroit-là, et lorsque vous le vissez dans l'implant, assurez-vous que ce petit méplat soit parfaitement en contact avec toute la surface implantaire. Il m'est souvent arrivé, surtout sur des molaires maxillaires où on ne voit pas très bien, on est un peu tordu, d'avoir quelque chose qui est un petit peu décalé. Tout simplement parce que le pas de vis des SmartPeg n'est pas quelque chose de très rigide et on peut éventuellement le visser de travers. Mais à partir du moment où il est vissé droit, on n'a plus aucun problème là-dessus. Donc on poursuit la procédure, on va enregistrer dans la machine la position de la dent. On va avoir deux mesures, une mesure de la stabilité lingo-vestibulaire et une mesure de la stabilité mésiodistale. Alors, je mesure les deux, mais pour ma part, la vraie mesure, c'est la mesure lingo-vestibulaire. Donc ensuite, vous avez ces mesures qui sont reproduites ici, et les différents ronds que vous avez sur l'IDX, c'est les différents temps à laquelle vous avez mesuré. On voit par exemple sur cette image qu'on est parti d'une stabilité de 52, on l'a mesuré par exemple à 2 mois, il est passé à 62, et puis à 6 mois, il est à 76. Donc là, on est dans le schéma idéal pour poser la prothèse sur l'implant. Donc on va corréler ça à l'échelle qui est là. On sait qu'on est bon et qu'on peut passer à l'étape d'après. Alors, ce qui est très bien dans la bécane qu'ils ont fait, alors moi, je n'utilise pas cette bécane, mais j'ai beaucoup utilisé celle-ci quand ils me l'ont prêtée, c'est que vous avez un petit graphique maintenant qui vous permet de montrer l'évolution. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai longtemps utilisé ce graphique que j'ai fait à la main. Et là, merci François, parce que voilà, c'est ce schéma qui est important, et on le comprend mieux maintenant avec cette stabilité primaire puis secondaire qui se met en place,
parce que c'est véritablement ce schéma qui va vous expliquer la corrélation avec les valeurs que vous avez de cette machine. Donc voilà l'image qu'il faut avoir dans la tête lorsque vous allez faire vos mesures d'ostéo-intégration. Maintenant, je vais vous parler de cas. Alors, pardon, je vais émettre un premier postulat. La machine ne se trompe jamais. La machine, alors vraiment je répète, la machine ne se trompe jamais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez bien vissé votre SmartPeg, peu importe, si elle vous donne 3, c'est la valeur réelle. Même, et tu l'as dit, si la radio semble incroyablement bonne, si tous les paramètres sont au vert, si c'est 3, c'est la réalité. Si vous avez une radio qui vous montre par endroits qu'il manque plein d'os autour de l'implant et vous avez une valeur ISQ qui est à 70, c'est 70. La machine ne fait pas d'erreur dans la mesure. D'accord ? Alors voilà ce qu'on a fréquemment. C'est un cas numéro 1, voilà. C'est-à-dire qu'on a posé un implant. T0, c'est au moment où on a fait la... Alors tous ces cas que je vous montre sont des cas réels. Donc T0, c'est le temps où on a posé l'implant. Donc là, on part d'un ISQ qui est à 60. Ensuite, on est à T2. Donc en général, chez moi, c'est autour des 2 mois. Et là, on voit effectivement le petit infléchissement. On est passé à 55, à T3 on est à 70, et puis entre le 4e et le 6e mois, on a une maturation, on arrive à 72, on a un petit infléchissement de la croissance de la courbe. Quand on va corréler ça à cette fameuse courbe de stabilité que François nous a présentée, eh bien, on est pile poil dans les clous de ce qui est la réalité biologique, c'est-à-dire que lorsque vous avez ce schéma-là de courbe, donc au début dégressive et puis progressivement croissante, pour arriver à un plateau, eh bien, finalement, l'os n'a fait que suivre la réalité biologique. Donc, on peut dire là qu'on est dans un cas qui est favorable, on arrive au-delà de 70, on est dans un gros feu vert, on peut poser notre prothèse sans problème. La bonne nouvelle dans ce cas-là, c'est que, on a eu une bonne stabilité de notre implant stabilité primaire, on a une bonne stabilité secondaire au moment où on met la prothèse, mais ça veut surtout dire que la biologie osseuse autour de l'implant est bonne et qu'elle est en marche. Elle fonctionne, d'accord ? On a tendance à penser que on pose notre implant et une fois qu'il a collé à l'os, il ne se passera plus rien, il a collé toute la vie. Ça ne marche pas comme ça. L'os, c'est un tissu qui est super vivant. Un implant, il peut être stable 5 ans. Le patient, il se chope un diabète, il va me perdre ses implants. Parce que la biologie osseuse a changé. D'accord ? Et c'est là où l'ISQ est intéressant. Parce que ça vous permet de déposer par exemple des prothèses et de mesurer un ISQ pour savoir si l'os est toujours bon ou pas. Est-ce que la biologie continue à fonctionner ou pas? Et ça, c'est très intéressant. Pour ma part aujourd'hui, je fais encore un petit aparté avant d'aller plus loin. Je ne référence plus du tout sur mes fiches de traçabilité le torque. C'est une valeur que j'ai complètement occultée il y a quelques années, que je n'utilise plus. Elle ne m'intéresse plus, cette valeur. Et je vais vous montrer un cas pourquoi je ne l'utilise plus. On va vous montrer un deuxième cas. Alors ça, c'est un cas qu'on a souvent à la mandibule, c'est-à-dire qu'on a une valeur de départ qui est très élevée, on arrive des fois à 70, effectivement, surtout sur des implants de 5 mm de diamètre sur une mandibule formée. On peut avoir des valeurs ISQ de départ de 70, on aurait presque envie de mettre en charge, on serait presque un feu vert pour la mise en charge immédiate dans ce genre de cas. Ensuite, on a un petit infléchissement, mais pas énorme. Et puis ensuite, ça repart, on remonte à 75 et on arrive à 86. Donc quand je corrèle ça à ma courbe pour savoir si la biologie fonctionne, parfait, on est sur le même schéma de stabilité. Et finalement, on peut dire que la biologie osseuse fonctionne, elle marche, donc je vais poser mes prothèses là-dessus. Donc là, c'est un très très gros feu vert, on peut y aller, on peut poser. Alors voilà un cas qui était très intéressant.
Et on a même été atteindre jusqu'à 8 mois. C'est une patiente qui vient me voir avec une prémolaire maxillaire, avec un énorme abcès. Donc on enlève la dent, on n'a plus de corticale vestibulaire, et bien sûr on va nettoyer cet abcès, enfin on va cureter l'abcès, et on se retrouve avec un défaut osseux qui est assez colossal. Donc normalement, procédure un peu exceptionnelle, on n'aurait fait qu'une greffe, une membrane, on aurait refermé et on aurait attendu. Et seulement ce jour-là, ne me demandez pas pourquoi, j'ai posé l'implant, je ne sais pas, j'ai mis l'implant. Donc j'ai mis l'implant dans de la poudre. Hein, pour ne pas le citer du bios, mais j'ai mis l'implant dans du bios. Donc T0, j'ai un ISQ à 0. C'est-à-dire que j'ai même eu du mal à dévisser mon SmartMax sans que mon implant vienne avec, mais j'étais à 0. Donc je ne peux pas vous dire mieux. T2, je suis à 49. Donc, je passe de 0 à 49 en 2 mois. Alors ça, quand on fait de la greffe osseuse et qu'on ne sait pas si la greffe elle a pris ou pas, c'est quand même génial. Parce qu'on est quand même vachement rassuré sur un truc comme ça, à 2 mois. Parce que lorsque vous êtes sorti de la chirurgie, vous avez dit à votre patiente, écoutez, je vous ai mis l'implant, je ne sais pas trop pourquoi, s'il tombe, c'est pas très grave, on le remettra, patati patata. Mais quand elle vient à 2 mois et que vous lui montrez un ISQ à 49 alors qu'il était à 0, on n'est pas loin du champagne. Mais on est rassuré. Allez me montrer, allez me prouver, enfin, être rassuré à 2 mois avec un torque, c'est impossible. Parce que là, je torque, je l'enlève, hein, si je vais dans l'autre sens. Ok ? Donc, en termes de « je me rassure », ça c'est formidable. Entre T2 et T4, au 4e mois, je passe à 53. Donc là, on voit que ça s'infléchit fortement. Et on voit qu'entre T4, T6, à 6 mois, je suis à 58. À 8 mois, alors j'ai un peu peur, hein, j'ai de l'expérience, mais j'ai quand même un peu peur. Et je me dis, bon, je vais attendre 2 mois de plus, on verra ce que ça donne. Je gagne 1 point d'ISQ. Et là, je me dis, bon, la biologie semble bonne, je mets en charge. Ce cas-là, il a 5 ans. Et il est toujours bon. Pourtant, ma courbe biologique, elle est véritablement très très décalée, dans le mauvais sens, on va dire. Donc il faudrait que je la corrèle pour que ce soit bon. Et si je mesure ça sur mon échelle de stabilité, je n'ai pas mon feu vert. Et bien, sans avoir mesuré mon ISQ du début à la fin, qui m'a montré que ma biologie elle était bonne, j'aurais dit à ma patiente, on est sur un échec. Et c'est pas un échec. Ça fait 5 ans que ça embouche. Ça veut juste que dire que l'ISQ aujourd'hui, c'est la seule valeur qui me montre que la biologie osseuse fonctionne ou ne fonctionne pas. Point. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je répète un peu, mais le torque pour moi n'a plus aucun intérêt. Et c'est pour ça que j'adore ce que tu racontes, parce que quand tu me dis que tu n'utilises plus le torque, j'entends tellement de... Je vais à beaucoup de conférences sur les implants, j'entends sans arrêt le torque, le torque, le torque. Voilà. Alors, comment expliquer que j'ai un ISQ qui ne dépasse pas les 60 et pourtant, c'est une réussite biologique, c'est une réussite fonctionnelle. Quand je regarde les forces qui vont s'appliquer sur mes implants, on a bien sûr 3 types de forces, les axiales, les mésiodistales, mais surtout, c'est les forces sur le côté, les forces latérales qui vont s'appliquer. Donc ça va engendrer énormément de force au niveau de l'implant, au niveau de toute la surface implantaire. Tu as parlé tout à l'heure d'une notion très importante, qui était l'os qui se formait autour de l'implant. Mais est-ce que vous avez toujours le même os? Pas du tout. Déjà, en fonction de la localisation, on n'a pas la même trabéculation osseuse. C'est une question de qualité de l'os, mais c'est aussi une question de quantité de l'os. On ne peut pas toujours avoir 5 mm de chaque côté de nos implants. Parfois, on est ric-rac, on a moins d'1 millimètre à la corticale. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne va pas poser l'implant? Pas du tout. Ça veut juste dire que la taille ici
que j'ai de mon os, elle va correspondre à un ISQ un peu descendu. Si j'avais eu le double d'os en vestibulaire, peut-être que j'aurais eu un ISQ à 70, 80. Et c'est pour ça que j'explique, que je dis et que je répète que c'est la mesure de l'ISQ dans le temps, la fameuse courbe que vous avez vue, qui montre que ça marche, même si vos valeurs sont en dessous de 60. Je vais... Alors, ouais, voilà. Alors, regardez bien l'échelle sur le côté, elle a changé. On n'est plus de 0 à 80, on est passé de 75 à 78. D'accord ? Je pose cet implant, je me rappelle bien, c'était parce que ce cas, il m'a pas fait dormir pendant un moment. Je pose cet implant, c'était une fin de journée, et c'est une 36 mandibulaire. Sur un os, pas possible en hauteur, pas possible en largeur, ça veut dire que même si je l'avais mis tordu, il y aurait eu de l'os partout. J'ai 78 à T0, et là je me dis, bon, c'est bon, ferme les yeux, tout va bien. Quand le patient revient à T2, j'ai 76. Et là, je me dis, bon, finalement, l'ISQ, à 2 près, peut-être qu'il n'a pas bien mesuré. Par précaution, j'attends encore 2 mois, et je me retrouve encore à 76. Ça veut dire quoi ? Si je regarde ma courbe de stabilité implantaire, j'ai pas du tout le même graphique, j'ai pas du tout le même schéma. Qu'est-ce qui est en train de se produire là ? Une nécrose osseuse. Je suis en train de perdre mon implant. Et pourtant j'ai des valeurs d'ISQ qui sont gros feu vert. Hein. Mais là je suis en train de perdre mon implant. Et le patient me disait, mais j'ai des petits, je sais pas. Alors, quand un patient il vous dit, je sais pas, vous savez pas non plus. Hein, Donc, qu'est-ce qui se passe ? La biologie ne fonctionne pas, ou elle fonctionne de travers. Il y a un problème dans la cicatrisation. C'est sûr et certain, je perds l'implant. Alors nous, au cabinet, on filme toutes nos chirurgies. Donc je me suis amusé, je suis retourné sur le film, j'ai regardé bien, et je me suis aperçu que j'avais pas une goutte de sang quand j'ai posé mon implant. Pas de sang, pas de cicatrisation. Donc j'ai une super stabilité osseuse, parce que oui, l'implant en gros diamètre, on y va, on pose, il y a de l'os, tout va bien, mais il n'y a pas de biologie osseuse autour de mon implant. Donc c'est une nécrose. Donc que je pose ou que je pose pas ma prothèse, de toute façon il me perd mon implant. Et pourtant, si vous corrélez ça à la valeur ISQ, vous êtes en gros feu vert. Mais par contre, le suivi dans le temps vous explique que la biologie ne fonctionne pas. C'est pour ça que je dis que cette bécane, elle est extraordinaire. Je ne peux plus m'en passer aujourd'hui. Je ne poserai pas d'implant si je n'ai pas mesuré le T0, T2, T4, T6. Impossible. Je ne sais absolument pas ce qui se passe dans l'os si je n'ai pas mesuré. Alors on a fait une petite expérience. Alors, lors de travaux pratiques qu'on a réalisés avec le docteur Ferret. Ah oui, on peut couper la musique ? Je suis désolé parce qu'à l'époque on avait mis la musique, alors j'ai oublié de l'enlever. Bon bref, peu importe. On s'est amusé à faire des travaux pratiques, c'est-à-dire qu'on s'est amusé à poser des implants dans différentes matières, qui sont le silicone et puis du plâtre, pardon, du sapin, je crois, et du teck. Mais c'est pour vous montrer différentes choses. Alors, dans le silicone, on finit, alors pour montrer le torque, à 25 newtons. Donc 25 newtons, à la main, vous ne les avez pas. D'accord ? Donc ça veut dire que vous finissez quand même à la clé dynamométrique dans le silicone. Au niveau du plâtre, vous allez voir, on passe les différents programmes, 25, 35 ça bloque, on continue, 45 newtons ça bloque, on n'y est pas encore. Donc là, pourquoi j'ai gardé cette image et je vais vous les montrer ? Parce que je veux juste que vous imaginez la compression osseuse que vous pouvez imprimer lorsque l'implant ne rentre pas bien et que vous serrez très fort avec votre torque.
Dans le sapin, on y va. On a mis un implant. Donc on a fini à plus de 50 dans le plâtre. Dans le sapin, pareil, on fait nos progressions. Alors le sapin, c'est un bois qui est plutôt tendre. On va dire que ça va correspondre à un type 3, quelque chose comme ça au niveau osseux. Et là, pareil, on finit à 50 et on va aller à la main, puisqu'il n'est pas rentré, 50 encore, dans le plâtre, il était rentré. Et là, je serre fort, fort, fort avec ma clé dynamo, ce fameux torque. Donc, moi, quand je serre trop, j'aime pas trop ça, parce que ça veut dire que je suis en train de broyer de l'os, ça veut dire que je suis en train d'écraser des vaisseaux, ça veut dire que je suis en train de limiter ma vascularisation, ça veut dire que je suis en train de perturber ma cicatrisation, si je le traduis. Et on a fini avec des valeurs très fortes. On a fait la même chose en se mettant juste au bord, d'accord, dans le sapin, et je vais vous expliquer la différence après. On a fait la même chose dans un bois très très dur, du teck. Donc là, inutile de vous dire que on a grillé le forêt quand on a fait le trou, mais voilà, et on a serré très 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 fort. Et on va s'amuser à mesurer tout ça. Alors voilà l'hostel en sa présentation. Donc quand vous l'allumez, il vous explique grosso modo la procédure. Ils sont sympas, ils vous la rappellent à chaque fois. Vous avez un code à rentrer. Vous allez sélectionner le nom du patient. Tac, vous allez le créer, ou alors vous prenez une fiche déjà existante. Donc vous rentrez le nom, peu importe, j'ai marqué test, je crois. Voilà. Monsieur Test, hop, il est sélectionné. On va sélectionner la dent sur laquelle on va faire nos mesures. Et ils nous disent buccal lingual. Et on va mesurer. Dans le silicone, 3. Je vous rappelle que j'avais un torque à 25. ISQ 3. Ça va? Déjà, ça commence à calmer pour le torque. Dans le plâtre, donc là, on avait un très 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 gros serrage. Donc on mesure nos valeurs. 82. Alors c'est bien parce que ça nous donne une valeur de référence. Là, ce qui est intéressant de savoir, c'est la différence d'ISQ que je vais avoir si je suis proche d'un bord ou loin du bord. C'est-à-dire la quantité d'os autour de mon implant. Vous vous rappelez tout à l'heure le cas numéro 3 ? Ça explique plein de choses. Donc au milieu, je suis à 80. Parfait, tout va bien. Mais quand je mesure au bord, alors dans le sens où il y a plein d'os, enfin où il y a plein de bois, je suis toujours à 80, bon test, et dans l'autre sens, boum, je passe à 63. Je passe de 80 à 63, parce que j'ai moins d'os. Ça vous explique mon cas tout à l'heure à 60. Je suis à moins de 60, mais il y a pas, on a greffé, il n'y a pas beaucoup d'os, donc c'est comme ça. Et dans le teck, c'est intéressant parce que c'est un bois le plus dur possible. Et regardez, j'en ai moins que dans le sapin. Donc avec la force, au bout d'un moment, il ne peut pas avoir plus de force que l'os peut vous en donner. Il y a des nouvelles notions là. Ah, merci pour la musique. Donc, je résume un peu ça, parce qu'il y a des valeurs qui sont quand même très intéressantes là-dedans. Lorsque je torque à 25, j'ai 3 d'ISQ. Pourquoi ? Parce que même si j'ai serré pour entrer mon implant dans le silicone, à 25, c'est pas au doigt. 25, c'est pas au doigt, c'est à la clé. D'accord ? J'ai 3 de valeur. C'est-à-dire que si l'os que j'ai autour de mon implant, c'est un os mou, il n'y a pas de stabilité. Donc déjà, première notion sur cette valeur de torque. C'est pas parce que je serre fort que ça tient. D'accord ? Donc ça, très important. Pareil, on se rend compte que quand on serre, par exemple, alors le plâtre, on va dire que c'est une valeur référence, et on va passer sur le sapin. Donc le sapin, on avait dit qu'on avait des valeurs. Donc on était à 80 dans le sens des fibres, 70 dans l'autre sens. Ça, c'était pour le sapin pour l'implant qui était posé au milieu du bois. Et le même implant, mais posé au bord, on se retrouve que quand on est dans le sens des fibres, on passe à un torque qui passe de 60 à 70.
C'est-à-dire que la quantité d'os que vous avez autour de votre implant est très 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 importante. C'est-à-dire que, je vais employer un mot, mais l'élasticité de mon os, elle a une limite. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais avoir un ISQ qui est bas que ça ne veut pas dire que l'implant il n'a pas pris. Il a pu avoir pris, mais sauf que l'os, la quantité d'os, il n'y en a pas beaucoup, ou alors l'os il est un peu élastique. Et finalement, eh ben, il va me donner une valeur qui n'est pas au-delà des 70, donc il ne vous donne pas un feu vert par rapport à l'échelle, mais la biologie, elle a fonctionné. Pourquoi? Parce que comme j'ai pris T0, T1, T2, T3, T4, j'ai bien vu qu'elle corrélait à ma courbe de biologie. Et la courbe de biologie que vous a donnée François, si on a une correspondance entre les deux, c'est que l'os fonctionne, c'est que l'os marche. Donc la cicatrisation est effective. Et ce qu'on apprend, c'est que lorsque je serre ultra fort sur du tech, donc le torque à plus de 60, je ne sais même plus, j'étais à plus de 60, j'ai cassé la clé, hein, elle s'est déréglée forcément. Mais ce n'est pas pour autant que je vais avoir un ISQ qui est plus fort. Donc, je pense, pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de gens viennent me voir me dire « mais moi je sous-fort systématiquement ». Et ça ne sert à rien. Un sous-forage, vous êtes en train, lorsque vous serrez très fort, d'écraser votre vascularisation. Et si je compresse ma vascularisation, j'ai pas de sang. Si j'ai pas de sang, j'ai pas de système biologique fonctionnel autour de l'os. Donc vous allez à la perte. D'accord? Donc voilà ce que cette machine me donne. Donc je résumerai juste en disant 3 grands points. Premier grand point, c'est qu'elle ne se trompe jamais. Deuxième grand point, c'est qu'aujourd'hui, l'ISQ, c'est la seule valeur réelle avec laquelle je puisse parler, et notamment avec François, parce qu'en en recherche, on ne parle pas de torque, hein, on est bien d'accord, on parle en ISQ, pour pouvoir comparer les choses. Le torque n'a aucun intérêt. Et troisièmement, si je peux dire, si vous arrivez à imaginer la cicatrisation se corréler par rapport à la courbe de cicatrisation normale de l'os, quelle que soit la valeur d'ISQ que vous avez, vous pouvez mettre en charge et vous allez avoir une réussite biologique. Parce qu'en fait, c'est ça que vous cherchez. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, comment est-ce que vous utilisez la valeur ISQ pour communiquer avec ce patient? Ça marche, oui. Alors, d'abord, c'est un argument marketing. C'est-à-dire que avant de poser l'implant, on va poser des implants et votre patient, de toute façon, va vous poser des questions. Aujourd'hui, j'ai plus de patients qui viennent me voir en me disant c'est quoi un implant? Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il a demandé à son fils, tout ça. Enfin, bon, ils arrivent tous avec des recherches. Lorsque vous dites que vous allez poser l'implant et que vous avez, entre guillemets, une machine qui permet de mesurer si l'implant a pris ou pas, c'est très 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 rassurant pour le patient. Alors, je fais un petit bémol après pour les correspondants parce que c'est encore plus rassurant pour eux, mais pour les patients, pour moi, c'est un argument de plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est, je ne vais pas dire une force de vente, mais présenter un ISQ en lui disant, regardez, voilà, on était à T0, vous étiez à 60, vous êtes passé à 55, c'est normal, parce que la courbe, on lui explique, et puis là, vous arrivez tout doucement à 70, ah bah c'est bon, le mois prochain, on va poser votre prothèse, ça a très bien fonctionné. C'est pour moi un fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est factuel. Un torque, pour moi, c'est pas factuel. T'as serré à combien? Quand j'échange avec des confrères, cet implant, je l'ai posé, je l'ai serré à 45. Mais moi, je te montre des trucs serrés à 45, c'est 3. Hein, dans mon tableau, là, 45 de torque, c'est que dalle. Hein. Et pourtant, des fois, on n'a même pas serré et tu vas avoir des valeurs ISQ qui vont grimper parce que la biologie fonctionne.
Aujourd'hui, et je crois que tu es d'accord avec moi, cette valeur torque, elle doit disparaître. Quand on fait de l'implantologie, la valeur torque, elle n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Marketingment parlant, pour tes patients, c'est du pain béni. Parce que voilà, tu lui dis, voilà, si ça suit cette courbe-là, c'est que ça a fonctionné. 3 mois après, tu vois la courbe qui est corrélée. Enfin, tout va bien, quoi. Et en termes de répercussions, les patients comprennent très bien, alors ce petit surcoût, parce que tu achètes le SparkPeg, voilà, les patients comprennent très très bien que voilà, on va mesurer, c'est vraiment un argument marketing très puissant, très très puissant. Et puis, pour toi, quand même, super rassurant. Je veux dire, ta courbe, tu as juste à la suivre, tout va bien, quoi. Tu dors tranquille avec quelque chose comme ça. Ça vous arrive de perdre des implants? Oui. Alors, au départ, vous avez parti, c'est bon, on a posé l'implant, tout va bien, Oui. vous avez la prothèse, et après, comment vous expliquez ça aux patients? Alors, il a montré une diapositive, je ne sais pas si on peut en montrer, où tu as, tu sais, l'implant avec tous les facteurs. Oui. Voilà. Donc, on peut repasser ou c'est peut-être toi qui dois expliquer ça? Bon. Alors, il faut bien comprendre une chose, et c'est ce que j'ai dit, j'ai insisté tout à l'heure sur ça. Beaucoup de gens pensent que vous posez votre implant, au bout de 6 mois, il a collé à l'os, et vous dites victoire, ça y est, il a collé, c'est toute la vie. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que votre patient, vous n'oubliez pas qu'il a une vie. Il va se mettre à fumer, il va se mettre à boire, il va choper un diabète, il va se choper une parodontite, voilà. Il y a plein de choses qui vont expliquer que, facteurs liés au patient, hein, il y a plein de choses qui vont expliquer que dans la vie, l'os reste vivant. Et c'est pas parce que j'ai posé un implant aujourd'hui avec un super ISQ suivi que dans 5 ans, il va avoir la même stabilité. Pourquoi c'est génial cette bécane? Imaginons que j'ai un patient qui vient me voir et qui me dit « votre implant, il bouge ». Et ça m'est arrivé plus d'une fois. On dévisse la prothèse. L'implant ne vient pas. Donc on se dit « c'est marrant, il a pris, il n'a pas pris ». On mesure l'ISQ. On avait terminé avec un ISQ qui était correct. Et puis là, on a un ISQ qui va tomber des fois à, je sais pas, 50, 40. On se dit, tiens, il se passe quelque chose. Alors, bien sûr, on vérifie que la prothèse est correcte, okay, qu'il n'y ait pas de surcharge, qu'il n'y ait pas tout ça. Et c'est à vérifier tous les ans. D'un point de vue occlusal, toutes les dents bougent. Donc, si vous avez un seul implant, il faut vérifier régulièrement l'occlusion au niveau des dents. Dans ces cas-là, moi, je fais une prise de sang au bonhomme. Et puis, tu vas être étonné des fois de ce que tu trouves. Tu l'envoies chez son médecin et tu dis « Hé docteur, vous me l'avez dépisté, mon diabète ». Ça, c'est un truc que l'ISQ te donne, que le torque ne te donnera pas. L'ISQ, j'ai envie de dire que c'est le film de la biologie de l'os. Le film. Le torque, c'est une image instantanée au moment où tu le mesures. Et moi, une image, elle ne va pas être figée parce que l'os, il bouge. Ton patient va vieillir, il va avoir moins d'os. C'est comme ça, on ne peut rien faire. Et s'il y a moins d'os autour d'un plan, je ne serais pas étonné que dans quelques années, j'ai un ISQ qui descende. Mais ça ne veut pas dire que la biologie ne fonctionne pas. Tu vois pourquoi cette valeur, pour moi, elle a vraiment complètement changé ma façon de voir l'implantologie. Elle me permet d'agir et même d'interagir. D'accord? J'ai répondu à ta question. Enfin, voilà, je voulais insister, je pense Franck a tout à fait raison. Je pense que lorsqu'on parle des traitements implantaires, qu'on pose les implants aux patients, et là, ça revient un peu au côté, initialement, ce que je disais dans l'ostéo-intégration, c'est-à-dire que l'ostéo-intégration, c'est un mécanisme de défense de l'os qui a réussi, en fait, d'un point de vue médical pour nous, pour notre traitement. Et médicaliser la pose d'implant, la biologiliser, si je puis m'exprimer ainsi, ça permet à la fois de mieux expliquer à vos patients ce qui se passe, et puis d'une certaine manière aussi, dans les cas d'échec qui ne sont pas liés à vous, si on a pris en compte tous les facteurs, un petit peu de dire, oui, votre os il est vivant et c'est de la biologie,
parfois, au bout d'un moment, ça marche, à un moment, ça marche pas. Et c'est aussi votre biologie osseuse qui dysfonctionne à un moment. C'est peut-être lié à un facteur général, un facteur local. C'est à vous aussi d'être honnête, hein. Si vous avez fait des couronnes qui sont asymétriques, si le plan était mal, la plateforme est trop enfouie par rapport aux dents adjacentes, bah, ça va jouer aussi. Mais en tout cas, comme disait très bien Franck, de donner une valeur ISQ comme ça en continu sur plusieurs temps va donner un petit peu un film biologique de ce qui se passe autour de l'implant et en fait de remettre un peu, s'il y a un échec, c'est aussi c'est la faute à la biologie. C'est la faute aussi à un problème osseux qui est... c'est vrai que le TORC vous donne un petit peu l'image de la réussite chirurgicale à l'instant T. Quand on a une stabilité primaire, on se dit que chirurgicalement, on a bien opéré notre patient. Mais tout n'est pas lié qu'aux facteurs opérateurs. On l'a vu par exemple dans les valeurs d'ISQ, qui allaient varier. On a vu qu'il y avait des facteurs qui étaient variables en fonction des chirurgiens, notamment lorsqu'on fait des mises en charge immédiates ou des extractions d'implantation immédiates. Là, c'est sûr que la qualité du chirurgien va extrêmement influencer. Et puis, il y a des facteurs qui ne sont pas praticiens dépendants, qui vont varier. Même si vous êtes le meilleur chirurgien du monde, vous aurez quand même des échecs. Et ces échecs sont souvent liés en fait à des phénomènes biologiques qu'on peut ou ne pas contrôler. Et je pense que dans la relation, lorsqu'on a des échecs avec le patient, d'avoir cette machine-là qui me permet un petit peu de faire l'interface entre nous, l'opérateur, et puis le patient, et puis la biologie, ça décharge un peu le praticien en fait de choses qu'il ne maîtrise pas. Je vais rajouter une chose. On a systématisé, nous, une ordonnance préopératoire, biologie. Les 3 facteurs que je regarde systématiquement avant de poser les implants. Alors bien sûr, je fais cas de l'alcool, le tabac, hein, j'ai une grosse sélection là-dessus. Vitamine D, cholestérol et sucre. C'est systématique. Systématique. Justement, alors si tu trouves une glycémie un petit peu anormale, C'est pas moi de régler ça, je ne suis pas médecin. voilà, donc tu refuses de faire un travail, tu attends que Non, je ne refuse pas. J'envoie chez le médecin lui expliquant, voilà, j'ai constaté, tac, 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 veuillez mettre en place un traitement adéquat. Beaucoup de patients au sortir de l'hiver ont une vitamine D catastrophique. J'ai des valeurs à 10, 15. Tu sais très bien que dans la cicatrisation osseuse, elle est dépendante de la vitamine D. C'est dépendant de vitamine D. Donc en fait, si tu n'as pas de vitamine D disponible, ça ne sert à rien. Même si tu vas avoir un bon saignement, tu vas avoir une qualité de cicatrisation qui n'est pas super. Alors l'ISQ te permettra de le lire, mais si tu as un peu dépisté à l'avance, tu pourras pallier. Hein. Tu donnes des UV-doses, enfin nous on en prescrit sans arrêt, hein, et ça ne pose pas de problème. On donne beaucoup aussi de... on change un petit peu le régime de la personne en lui donnant des huiles de poisson lorsque le cholestérol est un peu... Alors, pas lorsqu'il est vraiment élevé, là on envoie chez le médecin, mais lorsqu'on est un peu fluctuant, on est voilà, pas loin de 1,5, 1,6, sans être à 2. À 2, nous on envoie. Mais voilà, on va lui dire, voilà, les 2 semaines qui vont suivre et les 2 semaines qui vont précéder, vous allez prendre plus d'oméga 3, ça va inverser la courbe HDL, LDL, et ça va faire en sorte que tu aies un os qui sera moins gras et avec une bien meilleure suite dans la cicatrisation. Donc voilà, et les dépistages de diabète, alors je ne parle pas du diabète insulinodépendant, lui il le sait, hein, il vient chez toi avec sa seringue, il a sa liste de médocs, bon là tu sais à quoi t'attendre. Je te parle des gens qui ont une alimentation assez déréglée et qui ont un diabète latent parce qu'ils ont une alimentation très sucrée, et on a un diabète comme ça qui fluctue toute la journée, qui monte, qui descend et tout ça. Donc lorsque tu vas faire ton analyse sanguine, tu vas t'apercevoir que bon, voilà, ça monte un petit peu, et puis le patient est dit non, c'est pas très grave, je suis à 1, 2, 1, 3. Mais 1, 2, 1, 3, c'est pas anodin, parce que c'est tous les jours qu'il est à 1, 2, 1, 3, d'accord? Et tu vas te retrouver avec un os qui va te donner une qualité de cicatrisation pas top. Donc moi, 1, 2, 1, 3, monsieur, veuillez prendre contact avec votre médecin. On a un problème. Alors parfois c'est l'alimentation. Mais parfois, on a un diabète type 2 qui s'installe. Hein, voilà.
Et c'est pour ça que j'ai un peu insisté pour qu'ils remettent cette vidéo, parce que pathologie, facteurs liés au patient, c'est la base. C'est la base. L'hygiène, tout ça, c'est vraiment la base. D'accord ? On a... Alors, nous, praticiens, on n'aime pas avoir d'échecs. On le prend sur nous. Hein. Oh, putain, j'ai merdé. Non, mais non. Mais non, t'as pas merdé. Si tous tes facteurs avant, ils sont au vert, t'as tout checké, t'as tout vérifié, c'est pas toi. C'est pas toi. Tout simplement. Et l'ISQ te montre que c'est pas toi. Donc, voilà, c'est pas... je ferai plus jamais d'implant. Non, non. L'ISQ m'a montré que j'ai tout bien fait. Donc, le facteur patient, c'est un des fondamentaux. Après. Pardon ? Dans la séquence de forage, on sait, vous avez rappelé que si on a un temps très important, donc il y a moins de vascularisation de risque, jusqu'à quelle valeur vous estimez que le risque n'est pas important, c'est une valeur plus qu'on veut, alors est-ce qu'il faut tardonner ou pas, est-ce que Tu prends. en termes de sprédance, on met un temps, on termine à la même. Est-ce qu'il faut tardonner avant, ça améliore, mais ça grille quand même, ça chauffe quand même l'os, etc. Je vais faire une réponse de Normand un peu. Alors, plus de biomécanique, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que ça va dépendre énormément du macro-design de vos implants. C'est-à-dire que si vous utilisez du Astra ou du Straumann, c'est sûr qu'il faut mettre des torques très faibles parce que la puissance de taraudage de vos spires est très faible. Et donc tout le torque que vous allez insérer dans vos implants va être directement projeté sur la compression des implants. Si vous prenez des implants avec des spires extrêmement larges, type les Zimmer ou des Nobel Active, la force du torque va se déployer dans le taraudage des spires. Et donc ça va être de la force de découpe de l'implant et non pas de la compression. C'est Kayat, il avait montré une étude où il mettait des torques jusqu'à 170 avec des résultats cliniques moyen-long terme qui étaient très bons. Donc en fait, ça va être extrêmement dépendant du design de vos implants. Et là-dessus, du coup, c'est les ingénieurs qui ont construit les implants qui sont les meilleurs interlocuteurs. Donc il faut suivre les données du constructeur et puis connaître quand même les systèmes, les gros systèmes, le macro-design. Ça vous donne une idée. Plus vos spires sont élevées, importantes, fortes, plus ça veut dire que vous pouvez aller fort dans la compression. Mais c'est évident, toutes les études montrent qu'il y a deux phénomènes. Il y a la compression et il y a l'échauffement, qui sont deux notions différentes. C'est pour ça que j'insistais beaucoup lorsqu'on fait les forages d'irrigation, parfois, notamment lorsque vous faites des chirurgies guidées. Parfois, l'irrigation est compliquée. Si vous avez une irrigation externe, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que d'utiliser une irrigation interne directement dans le forêt, avec une buse à double sortie d'eau, va être intéressante dans ces cas-là, pour éviter vraiment l'échauffement de l'os, parce que l'échauffement va se faire sur plusieurs dizaines de micromètres. Et donc, même si vous dites, bon, bah, le premier forêt, je m'en fiche, de toute façon, je passe le forêt d'après, il va enlever les cellules nécrosées. Mais non, parce qu'au bout d'un moment, l'échauffement, il gagne en fait les tissus avoisinants sur une surface assez importante. Donc, attention à l'échauffement. Et la compression, pareil, ça va dépendre énormément de vos systèmes implantaires. Et donc, c'est difficile de dire, il y a une telle limite. Plus c'est faible, mieux c'est. Si vous voyez que vous êtes en train de forcer en mettant l'implant, je pense que il vaut mieux retirer l'implant et aller surforer la corticale, quitte à avoir une moins bonne stabilité primaire et pouvoir le poser en douceur. Ça me paraît... et quitte, si vous aviez prévu de faire une mise en charge immédiate, d'expliquer aux patients que ça n'a pas été possible dans ces conditions-là. Et voilà ce que je voulais dire. Moi, je vais te répondre ce que je fais concrètement. C'est-à-dire que normalement, alors dans le système que j'utilise, on a le dernier forêt. Donc on utilise le dernier forêt. C'est quand même très intéressant parce qu'effectivement, en termes d'échauffement, ça réduit, même si je sais que c'est vrai que ça propage quand même un petit peu. C'est intéressant. Ce dernier forêt, il est quand même pas mal calibré par rapport à l'implant que tu vas poser. Après, ça va dépendre aussi de la qualité de l'os.
Euh, Moi, j'estime que tu dois jamais faire plus d'un tour. C'est-à-dire que si ta clé à torque, elle t'a fait un tour, c'est le max. C'est-à-dire que si tu vois qu'au bout d'un tour, tu en as encore sous la pédale, ça va pas. C'est-à-dire s'il te reste encore tout ça à rentrer alors que tu as fait un tour, à commencer à serrer, t'enlèves ta rôde. Ça marche pas. Il a insisté sur un truc, il a dit que il vous a montré qu'en fait, il ne peut pas y avoir de cicatrisation sans du sang. C'est pas possible. D'accord? Et puis je vous ai montré un cas où on est sur un os blanc, avec un torque pas possible, avec un ISQ pas possible. Ça marche pas. Alors, si ça saigne pas, tu fermes. Tu fermes et tu reviens 2 semaines après. Tu vas voir ton alvéole, alors ça nous arrive, hein, tu vas voir ton alvéole, elle est remplie de trabécules, là tu reforts, tu as du sang. Tu repasses un forêt et tu as du sang et tu poses ton implant. De toute façon, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que poser sur un os blanc ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va pas coller. Il n'y a pas de biologie. J'ai pas de biologie. Si tu as compris le sens de toute la conf, c'est que, en fait, je m'en fous un peu du torque. Je m'en fous un peu de la stabilité. De toute façon, je fais pas dès que j'ai un doute, je fais pas de mise en charge immédiate. D'accord? Je m'en tape un peu de tout ça. Par contre, est-ce que la biologie, elle est encore opérationnelle? C'est pas du tout la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'os autour de mon implant, il est opérationnel ou pas. C'est ça que te donne l'ISQ. C'est ça que te donnera jamais le torque. Avec le tarot, on n'a pas tendance à créer un échauffement ou sûrement moins qu'un forêt, que l'implant en lui-même. Encore une fois, oui. Il faut bien irriguer. Mais je préfère avoir eu à tarauder et à poser mon implant, j'ai envie de te dire, sans force. Quand je sens que je force, moi, je suis pas à l'aise, en fait. Je suis pas à l'aise du tout. Surtout que lorsque vous allez tarauder, pareil, là, les spires sont importantes. Tout est vraiment dans la découpe. Ça donne la préforme, je vais dire, pour les spires. Et puis, vous allez irriguer, vous allez enlever les petits débris nécrotiques. C'est aussi de garder des tissus nécrotiques autour de l'implant qui n'est pas bon. Quand vous allez mettre votre implant, tout ce qui est autour ne va pas bouger, ça va rester sur le site et ça fait plus de travail aux cellules macrophagiques pour enlever les ostéoclastes. Alors que le torque, vous allez éliminer de l'os en fait qui va laisser libérer la place pour les spires. Donc à la mandibule, ça doit être quasiment systématique, sauf dans les os vraiment type 4 quoi. Après, que ce soit pas le forage de faire ainsi irrigué, mais après le taraudage, irriguer de nouveau. Le tarot n'est pas irrigué, mais. Ah oui, non, mais c'est évident. C'est évident. Et juste, je voulais dire, pour la vascularisation, ce qui peut être fait aussi, parfois, c'est bien d'attendre quelques minutes supplémentaires qu'il y ait du sang. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le biais des vasoconstricteurs. Et qu'au moment où les vasoconstricteurs vont arrêter d'agir, vous allez avoir la vascularisation qui va se mettre en place. Et puis, ne pas hésiter à les stimuler avec une curette, quitte même à faire un forage à la fraise boule. Voilà, quand une extraction qui ne saigne pas, parce que souvent vous avez des extractions où vous avez la lamina dura, qui est une zone corticalisée de votre os trabéculaire, et qui peut empêcher la vascularisation initiale. Et maintenant, moi, quand je fais mes extractions, de plus en plus, j'utilise la fraise Zecria avec des alvéolectomies, alors en préservant complètement les parois vestibulaires et linguales, mais par contre, dans l'os interceptal et médial et distal, j'y vais à fond parce que déjà la dent elle sort facilement, ça va plus vite, les patients ont moins mal et puis surtout je libère comme ça, j'enlève la lamina dura et il y a un caillot qui se forme très vite, très bien. Et avec une cicatrisation, l'os c'est avec la gencive, c'est un des tissus qui cicatrise le mieux. Et en fait, et après tout est aussi dans les conseils post-op. Sur ne pas cracher, ne pas... Vraiment, ça, il faut redoubler là-dessus. Mais quand on comprend que c'est
le caillot initial, les premières minutes, finalement, vont être déterminantes pour les 10 années après, quoi. Enfin, ça joue énormément. Cette étape vraiment initiale, elle est indispensable. Il faut bien la respecter parce que... C'est pas vraiment pour vous, c'est une question par rapport au cas numéro 3. Est-ce que vous avez mesuré à 5 ans? Vous avez dit qu'il y a un recul de 5 ans. C'est peut-être intéressant de savoir. Oui, ce serait très intéressant, mais on a affaire à des patients. Donc, c'est sûr que dans un cadre de recherche, j'aurais très envie de lui démonter sa couronne, trouver une excuse bidon pour démonter et aller mesurer. Mais voilà, je ne l'ai pas fait. C'est de mémoire une jeune fille de 31 ans, enfin à l'époque elle avait 31 ans, voilà, elle est très contente d'avoir récupéré sa prémolaire. J'ai pas très envie de démonter, voilà. Mais oui, je serais d'accord avec toi pour savoir et de mesurer dans le temps. Maintenant, j'ai quand même, on va dire, un peu de recul par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la prothèse est correctement faite, d'accord, où tu suis l'évolution de l'occlusion des prothèses. Alors, je sais qu'on, c'est pas le propos, mais il en a parlé. L'occlusion varie dans le temps. D'accord, l'occlusion que tu as aujourd'hui, tu l'auras pas dans 2 ans et encore moins dans 5 ans. N'oublie pas que tu as une ankylose avec tes implants. D'accord, donc c'est-à-dire que l'occlusion au niveau implantaire va très peu varier, contrairement à l'occlusion de tes dents naturelles. Donc, c'est indispensable. Et pour moi, c'est presque un truc à rajouter dans les facteurs de stabilité à long terme, de enfin, pas retoucher, mais revoir en tout cas ton occlusion tous les ans. Tous les ans. Donc, nous, c'est vraiment dans le devis, ça veut dire qu'il y a marqué en toutes lettres, entre guillemets, en rupture de contrat, on n'est plus marié si on ne se voit pas au moins une fois par an. D'accord? Donc, on essaie de revoir les patients une fois par an et on vérifie cette occlusion-là. Donc, à partir du moment où tu as vérifié que ta prothèse est toujours opérationnelle, qu'il n'y a pas de problème d'hygiène chez une patiente, il te reste la biologie. Et c'est pour ça que je dis que tu peux suivre cette biologie dans le temps avec de l'ISQ si tu as à démonter ta prothèse, parfait, mais après, ta biologie sanguine, à mon sens, serait suffisant pour dire que tout va bien. Ok ? Si je veux aller plus loin là-dedans, c'est sûr qu'on aurait presque envie de dire, voilà, je vous mets la dent aujourd'hui, dans 5 ans je la démonte pour valider que mon ISQ il soit toujours bien. Mais ouais, ça serait génial. Seulement, on a quand même affaire à des patients. Ouais, on ne va pas le faire. Sinon, pour les mesures de l'ISQ à 2 mois, 4 mois, 6 mois, on est obligé de couvrir, de poser un instrument. Donc ça veut dire qu'on intervient, on réintervient, on ne risque pas l'assimilation bactérienne quand on va intervenir à côté. Alors, ce cas-là, la première fois quand j'ai posé mon implant, j'ai tout fermé. C'est-à-dire qu'effectivement, on était avec une vis de couverture. C'était un cas qui était complètement fermé. Seulement, j'étais quand même très curieux de savoir si ça fonctionne ou pas. Moi, j'ai fait une petite découpe au laser à 2 mois pour aller mesurer. Donc, effectivement, tu prends un risque en faisant ça, d'aller voir ce qui se passe en dessous. Mais sur un cas comme ça, je pense que 2 mois, c'est suffisant pour lui dire, écoutez, finalement, ça ne prend pas du tout, on va peut-être enlever l'implant, faire une greffe classique, et après, on posera l'implant dans 3 ou 4 mois. D'accord ? Si j'avais eu cet échec, j'aurais pu avoir ce recul-là. Quand j'ai mesuré que j'ai vu que j'étais presque à 50, changement, c'est plan B, là. Tout va bien. D'accord ? Donc, en fait, moi, je mets ça un petit peu dans la balance. Qu'est-ce qui est le plus risqué ? De la laisser croire pendant 6 mois que ça a pris, alors que dans 6 mois, on va lui dire qu'elle va avoir un échec et après, elle va peut-être pas te suivre pour le reste parce qu'elle va se dire, les implants, ça prend pas. Ou alors, faire une petite découpe proprement, tu désinfectes, enfin, tu sais faire, hein. Mesurer et être quand même franchement rassuré. Je te dis pas que j'ai dansé quand j'ai vu ce cas-là et que j'avais 49 à 2 mois, mais dans ma tête, je dors déjà beaucoup plus tranquille. Et tu rentres chez toi en disant, waouh, ça a quand même fonctionné. J'ai mis un implant dans de la poudre, hein, je te rappelle, hein, au début. Et encore une fois, ne me demande pas pourquoi j'ai fait ça, je suis incapable de te le dire. Même aujourd'hui, je suis même pas sûr que si je le referais de la même manière. Mais
mais c'est juste pour te dire que ça te donne quand même une tranquillité qui est absolument folle. Et quand tu mets en comparaison avec le risque assez faible quand même de déclencher une bactériémie, je pense que ça vaut le coup. Voilà. Je pense que ça vaut le coup. En général, je mets une vis de cicatrisation. Systématiquement. Attends, qu'on se comprenne bien. Ouais, qu'on se comprenne bien. Si j'ai une valeur, moi, ce que je veux voir, en fait, quand je prends ces valeurs-là, c'est... Alors, déjà, si je veux faire une mise en charge, entre guillemets, presque immédiate, c'est intéressant parce que tu peux la suivre. Maintenant, tu peux avoir des mises en charge précoces. Donc, quand tu as pris ta première valeur, que tu, par exemple, tu avais 70, tu es passé à 65, tu prends ta troisième valeur, tu es à 72. Là, tu sais que tu peux mettre en charge. Pourquoi? Parce que tu as respecté la courbe qu'il a montrée. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la valeur ISQ, c'est comment cette valeur, elle évolue dans le temps. Est-ce que ma courbe de stabilité, elle est calée à ma courbe que j'obtiens avec mes valeurs ISQ ou pas? Si je n'ai pas la même courbe, j'ai peur. Si j'ai une courbe qui fait bien ça, ce mouvement-là, je suis tranquille. Ma biologie marche, ma biologie fonctionne. D'accord? Et c'est pas parce que tu as dévissé 2 fois que tu vas avoir un problème. Après, on peut parler de quantité de gencives attachées, on peut parler plein de trucs, mais voilà, ça c'est après, c'est opérateur dépendant. Mais franchement, le fait de te rassurer vaut bien cette étape-là. Non, mais surtout que rapidement, il y a la vis de cicatrisation qui est posée. Donc là, de visser des vis, il y a juste à dévisser la vis de cicatrisation, comme lorsque vous faites vos empreintes. C'est pas une intervention, quoi. Par exemple, dans le cas qui était complexe, où il hésitait, bon, tout est enfoui. Mais à 2 mois, on peut mettre la vis de cicatrisation, mesurer, et puis après, les 2 mois ensuite, on a juste à enlever le pilier de cicat et de mesurer. On n'ouvre pas la gencive à chaque fois. Ouais. Mais c'est une procédure rapide. Enfin, c'est pas... Il n'y a pas de... Alors, c'est vrai, hein, les études montrent qu'il faut éviter de... Oui, oui. Mais peut-être que là aussi, on parle des cas un petit peu limites. Un cas limite. Hein. Mais dans les cas limites, c'est bien de faire un peu ceinture bretelle. Il faut voir quelle est la balance, elle est quand même dans la sécurité. Je dirais que c'est quand même un outil de tranquillité. Je ne vois pas pourquoi je m'en passerais. Tu vois, l'implantologie, c'est quand même encore, tu vois, ça fait pas combien d'années que je fais de l'implanto. Bah, quand tu vas faire ta chirurgie implantaire tous les jours, c'est pas comme quand tu vas faire une endo. Pourtant, ça te prend le même temps, ça te prend le même... voilà. Mais tu as toujours ce petit sentiment parce que tu as ce petit 1% d'échec avec nos implants qui nous traitent dans la tête, ou 4-5%. Ouais, voilà, tu te dis, ça va prendre, ça va pas prendre. Donc, pourquoi je me passerais de cet outil qui quand même me rassure énormément et qui me permet d'anticiper des choses? Tu vois, le cas de cette patiente-là, je suis parti de 0. Si à 3 mois, j'étais à 2, bon, on va le déposer, l'implant. Hein. C'est pas la peine d'attendre 6 mois. Ça sert à rien. D'accord? Il n'y a pas eu la biologie. La biologie, elle n'a pas marché, là. Donc, ça c'est rassurant, ça. Oui, avant toute pose d'implant, antibio. Même si c'est sain, tout ça, ouais. Ouais. Les études sont claires hein, là-dessus. Hein. En flash, si c'est vraiment une heure avant, bon, c'est pas une heure avant, et puis dès que ça devient un peu plus complexe, j'hésite pas à mettre une semaine. Hein. Mais là, les études sont claires. Hein. Ouais. Ouais.
C'est pour ça que c'est pas mal de lire les études, parce que notre pratique, on se rend compte après des échecs et des conséquences, d'où ça vient. Mais là, c'est bien ça là-dessus. Et même les Américains qui sont pas anti-bio comme nous, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-bas aussi. Ouais. Ah oui, en tout cas, c'est préconisé. Ouais. Et moi, je le fais systématiquement. Si vous dites avec la chirurgie biologique, systématiquement, mais par contre, un planto simple chez un patient sain, etc., c'est à quantifier et à qualifier par rapport à balancer avec Il y a des gens qui l'ont fait pour nous, hein. Qui ont fait ces études, ils ont fait des études avec le même praticien. Il va suivre 100 patients avec des doses flash, hein. Et après, il montre il passe de 95 à 80, je sais plus, je crois que c'était 85 ou 86% de réussite. Il perd 10% de réussite, hein. Après, chacun est libre de... Mais il y a des revues systématiques, hein, dans les Cochrane. C'est puissant au niveau du niveau de preuve. C'est très fort au niveau du niveau de preuve. D'autres questions? Bon, ben, merci à tous. Merci. Merci.